Aujourd'hui, nous prenons le volant de la toute nouvelle génération de l'Audi A6, l'A6 C9. Je vais répondre à la question: quelle est la différence réelle avec la toute nouvelle Audi A5? Comment celle-ci se compare-t-elle aux principaux concurrents comme la Mercedes Classe E et la BMW Série 5? Et surtout quand elle est bien équipée ici, remplie de fonctionnalités technologiques, et avec le V6. Quelle expérience de conduite offre-t-elle? Expérience de conduite au cœur aujourd'hui, avec Thomas sur Autoge Full en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y avec la toute nouvelle Audi A6, dotée d'une sorte de calandre sans cadre ici à l'avant, du moins dans sa partie supérieure. Les anneaux Audi noircis sont une option. Vous pouvez également choisir un style plus clair si vous préférez. C'est également la S-Line. Vous avez donc ces formes en L couchées intégrées dans la calandre avant. La calandre de base aurait en fait un design en nid d'abeille plus ouvert. Les phares ici, des LED Matrix en option. Vous pouvez également l'observer juste ici. Et il y a cette sorte de grille en nid d'abeille devant, très visible en journée, avec un certain éclairage. Les phares principaux sont en dessous. Et voici le brun madère. Il paraît noir de prime abord, mais en y regardant de plus près, il est plutôt brun foncé, madère. Veut dire bois en portugais. On est au Portugal pour vous aujourd'hui. Donc, un bonjour à tous les fans portugais également. Jantes de 18 à 21 pouces. Donc ici, les 21 pouces, ce sont les plus grands, également avec les étriers de frein rouge contrastants. Et ici, les jantes noires, dans ce cas, nous avons également tout en noir. En gros, vous avez le badge S-Line ici. Oui, le retour des badges. Nous avons bien sûr transmis vos retours à Audi. Ils remettent maintenant plus de badges S-Line. Les vrais modèles S vont venir bientôt. Plus de détails sur le S6 nouvelle génération à venir. On vous tiendra au courant sur notre chaîne dès que possible. L'avant, un type de carrosserie, sera également une berline. Ce modèle est très apprécié en Europe en break, et un look vraiment allongé pour celui-ci, presque comme un shooting brake pour ainsi dire. Hanches bien marquées et particulièrement prononcées. Longueur totale 4,99 mètres, soit 6 cm supplémentaires par rapport à avant. Et la différence de longueur par rapport à l'Audi A5 de la nouvelle génération, cette différence est d'environ 16 cm ou 7 pouces, donc pas trop grande. Et surtout là, la différence d'empattement entre l'A6 et l'A5 est en réalité de seulement 4 cm, ici avec une signature moderne. Ce sont des OLED, des LED organiques. Un capteur de proximité se déclenche lorsque vous vous approchez trop près. Ce véhicule, une grande partie de ce que vous voyez ici est optionnel, surtout sur ce modèle précis. C'est un modèle haut de gamme conçu pour démontrer leur prouesse avec cette nouvelle génération. Ils ne peuvent pas ne plus tricher sur les pots d'échappement, car ce sont de vraies sorties ici. Ils se fondent avec le vrai avec le moteur 6 cylindres, le badge Quattro là. Bien qu'il n'y ait plus de système Quattro à l'ancienne, celui-là a pratiquement disparu, oui, avec tous les nouveaux modèles qui sont sortis ces dernières années, c'est clair. Ils utilisent maintenant soit un Quattro Ultra qui serait même standard ici pour les 6 cylindres. Et le Quattro Ultra signifie que l'essieu arrière peut être déconnecté. Et en même temps, le Quattro Ultra de la nouvelle génération permet également d'envoyer jusqu'à 70% de la puissance à l'arrière. C'est un peu étrange, donc il peut favoriser la roue arrière extérieure lorsqu'on accélère dans un virage. Mais quand on est plus à l'arrêt, en roue libre, comme sur l'autoroute, et qu'on n'accélère pas, alors il devient un modèle à traction avant. C'est exactement ça. Et ça marche vraiment bien, c'est conçu pour maximiser l'efficacité au maximum. Mais bien sûr, le système classique en 4 roues aura, disons, plus de moments où c'est un peu comme si ça patinait. La répartition est davantage axée sur les roues d'arrière. C'est exactement ce que je ressens. Audi affirme que ça va vers l'arrière quand on pousse vraiment, c'est ça ce qu'ils disent, donc c'est plus flexible qu'avant. Prenons-le comme ça. Mais le truc, c'est que lorsque vous optez pour le différentiel sportif, qui est une option ici par exemple, pour le V6 3.0 litres. Le différentiel sportif Quattro le rend essentiellement plus ultra, car alors l'essieu arrière est toujours couplé. Donc il ne se découple plus et il assure la répartition du couple. Voilà la logique derrière le nouveau système Quattro. Donc soit Quattro Ultra, soit Quattro avec différentiel sportif. Ça s'applique à celui-ci ici. Celui-ci développe 367 chevaux, 4,7 secondes en 0 à 100. Et puis, en version d'entrée de gamme, il y a le 2.0 TFSI. La traction avant, c'est vraiment la version de base, ou alors le diesel, le 2.0 TDI. Il est également équipé du Mild Hybrid Plus. En Europe, on le retrouve aussi pour le V6. Une batterie tampon permet la récupération et quelques moments électriques. Et à venir plus tard, les modèles hybrides rechargeables.
Nous avons également plus de détails sur les moteurs individuels dans notre fiche technique que dans la description de la vidéo, pour plus de précision. Audi affirme avoir réduit le volume sonore à l'intérieur de 30%, il y a même des pneus avec une mousse intérieure, et ainsi de suite. Et ce que vous avez peut-être vu ici, juste par la forme, c'est l'aérodynamique. Donc l'avant avec un CX de 0,25. Elle est plus aérodynamique qu'avant, ce qui devrait apporter quelques gains en efficacité. Très intéressant à voir au fait. Regardez ça. Le feu stop est ici, vertical, puis le clignotant dans la finition la plus haute, avec une fonction de feu de proximité en cascade, comme ça, et voici le feu de recul, intégré dans cette bande lumineuse. Oui, c'est vraiment fascinant de voir toutes ces fonctions. Peut-on avoir la marche arrière? Voilà, encore une fois, là vous voyez 2 feux de recul intégrés. Des idées lumineuses vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'intérieur. La clé ressemble à ça. Elle fait bien son travail, c'est plutôt sympa. Ensuite, on tient par en dessous ici. Et il n'y a aucun retour physique pour les poignées. C'est surprenant. Le bruit de fermeture est bien devant. Et derrière? Aussi bien. Un son de porte très solide. Ici aussi, je veux dire, c'est une option, bien sûr. Ici, vous avez une fermeture douce, magique. Puis à l'intérieur des portes, on retrouve quelques coutures ici. Cela aussi, disons, un peu adouci et harmonisé. Ensuite, nous avons ces inserts ici. C'est comme un simili-cuir un peu plus doux pour votre coude. La voiture signale que la clé n'est pas correctement positionnée. Ici aussi, ces leviers de fenêtres automatiques. Tu peux aussi vérifier ça. Nous avons une fenêtre double vitrage. Et voilà, voyons si nous l'avons aussi à l'arrière. Et je soupçonne que c'est également une option. Puis ici. Et voilà. Également bon pour l'isolation, bien sûr. Cette tablette de boutons. Comme vous pouvez voir, c'est capacitif. Une unité avec tous ces boutons capacitifs. Pas de revêtement à l'intérieur des portes. Seule la partie inférieure a un fond en caoutchouc pour que les objets ne se coulent pas trop en fait. Ensuite, ce seuil de porte avec S-Line à l'entrée. Et aussi, genre, ce logo S sur le volant. Perforation sur le côté. Ici, nous avons ces éléments éclairés. Et ils font aussi un peu des cliquetis comme vous l'entendez. Les anneaux Audi sont également bidimensionnels plutôt que tridimensionnels. Ensuite, ces sièges, vous pouvez les trouver sur les marchés européens. Ces sièges ici sont un mélange de cuir animal et de simili-cuir. Ça dépend vraiment de la zone concernée. Les options varient d'un marché à l'autre. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils seront de nouveau limités. Et ici, 1,89 m. À l'avant, c'est vraiment adapté pour les adultes de grande taille, et ensuite la commande électronique du volant, de haut en bas, d'avant en arrière. Comme ça. C'est sympa. Et la taille du volant est vraiment pas mal. Il dégage une ambiance sportive. Et voilà. Là, vous pouvez voir cet écran passager. C'est une option. Le truc, c'est que si vous ne l'avez pas, tout est entièrement masqué et noir. Et c'est aussi combiné avec ces Pack Tech Pro. Ça dépend de comment c'est proposé dans votre marché. Celui-ci ici, c'est le Pack Tech Pro. Et ensuite, tout est quasiment inclus dans celui-là. Mais c'est aussi une option très coûteuse en fait. Et il est même possible d'avoir le système son Bang & Olufsen avec des haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes. C'est aussi ici. Ainsi, vous entendez par exemple les instructions GPS via ces haut-parleurs, tandis que la musique continue à l'avant, et ainsi de suite. Console centrale, oui, noir brillant. J'aime les porte-gobelets adaptables à 4 points et le levier intégré. C'est la transmission à double embrayage S-tronique. Et puis à l'avant, il y a un chargeur à induction qui est aussi ventilé. 2 ports de charge USB-C. Une molette de volume bien réelle, au moins pour le son. Et puis vous avez cette unité légèrement courbée, si on peut le dire ainsi. Le plus gros défaut, à mon avis, c'est l'emplacement de l'unité de température, qui est trop bas. Mais ensuite, vous avez cette longue table, ici pour ainsi dire. Et j'ai toujours du mal à trouver une bonne position de la main pour vraiment cliquer dessus de manière efficace, confortable, précise et rapide. Ce qui est plutôt sympa ici d'ailleurs, c'est que nous avons un ouvre-porte de garage numérique qui peut même être combiné avec un signal GPS. Vous approchez de votre garage. Et la porte du sous-sol est déjà ouverte. Avec le GPS, c'est vraiment pratique. On garde les manettes classiques ici, derrière. Donc ici, les pédales de changement de vitesse et ainsi de suite. Oui, la coudoir ici. Assez doux pour le coude. Ça pourrait être un peu plus doux, mais c'est bien. Et il peut aussi être réglé en hauteur. Plus d'espace en dessous. Pas de recharge ici, mais je pense qu'on en a suffisamment. Alors oui, c'est plutôt un espace propre pour tout le désordre. Et le porte-clés peut être mis ici ou pas, selon ce que tu préfères. Oh, et la boîte à gants, bien sûr.
Oui, très fluide. Et le POV conducteur, je rêve du retour du badge Audi en 3D, honnêtement. Ensuite, les instruments numériques sont un peu réglables. Ici, quand tu cliques sur la vue, par exemple minimiser ou comme ça. Et dans la partie centrale, regarde ça. Donc là, c'est actuellement une visualisation supplémentaire de la vitesse en mode normal. Quand on passe en mode dynamique, on voit réapparaître le compte-tours au centre. Et voilà, mais uniquement en mode dynamique. Et quand on repasse en mode efficacité, on retrouve à nouveau la visualisation habituelle du compte-tours. Et ensuite, nous pouvons aussi avoir un affichage tête haute, qui en réalité ne clignote pas. Vous pouvez également effectuer quelques ajustements visuels ici. Et le système principal d'infodivertissement se présente ainsi, comme une vue d'ensemble relativement basique. Toutes les fonctions de la voiture sont là, comme l'affichage, ou modifier les signatures lumineuses, à la fois extérieures et intérieures ici, ainsi que pour l'éclairage d'ambiance par exemple. Ici, retour au menu principal. Et maintenant, voyons l'intégration Apple CarPlay. Ça ressemble à ça. Et Android Auto est également disponible. Et c'est disponible en filaire ou sans fil, selon la demande. Et d'ailleurs, ici sur le bouton favori, vous pouvez très facilement attribuer un raccourci pour cette fonction de bip de vitesse directement depuis ce menu. Si vous dépassez d'1 km/h, vous pouvez facilement le désactiver directement au volant. Je teste ici le système sonore Bang & Olufsen. Un bon son 3D vraiment. Donc c'est plutôt agréable à écouter. Alors on aime vraiment ça. Et c'est très clair, tu vois. Vraiment très clair et précis. Donc si tu cherches une écoute ultra précise pour la musique, pour bien distinguer les différentes couches sonores et chaque instrument individuellement, c'est parfait. C'est aussi une option. Les sièges arrière d'abord, l'intérieur des portes. Tu as aussi cette couture ici au moins, c'est aussi assez doux. Et puis tu as cette protection ici. Ah voilà, une vraie protection contre le soleil. C'est sympa. On a aussi ces surfaces en simili-cuir à l'intérieur. Cette belle texture 3D, utilisée aussi dans la Bentley Continental. On le retrouve également dans l'Audi Q5, ainsi que dans l'A5. Ici, dans la partie basse des portes, c'est simplement du plastique dur. Système audio Bang & Olufsen, encore plus de haut-parleurs à l'arrière, et on trouve une sangle d'ancrage haut. Siège passager, côté copilote. Il y a aussi Isofix à l'avant et Isofix à l'arrière. Et vous pouvez l'ouvrir comme ça ici, c'est une solution plutôt pratique en effet. Et puis au milieu, vous pouvez facilement rabattre celui-ci. Des porte-gobelets bien adaptés, c'est de bonne qualité. Et aussi la qualité quand vous rabattrez celui-là, c'est très bien fait. C'est une bonne remarque ici, donc j'aime bien ça. Et ici, quand vous tirez celui-ci, vous pouvez également ouvrir juste un croquis comme ça. Ensuite, pas dans la partie inférieure, c'est un véritable clin d'œil à la génération précédente. Car cette même unité climatique reste toujours tactile, oui, mais c'est assez complexe, je dirais. Et il y a aussi comme ceux. Joli son de clic, bien que ce ne soit pas un clic que vous faites, ça s'entend via les haut-parleurs, 2 ports USB-C. Très puissant, grande console centrale. La question est donc, combien d'espace reste-t-il? Celle-ci est dotée d'un toit panoramique en verre. Le toit vitré assure une bonne hauteur, avec encore un 1,89 ou 6,02 ici sur le côté, et ça se rapproche un peu. Et quand vous êtes assis normalement comme ça, vous savez, vous êtes plus près de cette zone. C'est bien ça qu'il faut mesurer. Une main au-dessus fonctionne, donc ça marche sans aucun problème. Et comme vous le voyez ici, le toit panoramique. Et en ce moment, il y a cette ombrière en place, l'ombrière électrochrome. Et je pense que depuis la perspective arrière, vous pouvez très bien voir ça ici. Quand je l'ouvre maintenant, ça s'ouvre petit à petit. Je peux aussi le refermer complètement. Et on peut également l'arrêter à mi-chemin, si cela s'avère utile ou nécessaire. Il bloque également le soleil de façon à ce que l'intérieur de l'habitacle ne devienne pas trop chaud. Cependant, il fera tout de même plus chaud en comparaison avec le toit fixe classique si vous décidez de prendre cette option ici. Ensuite, l'espace pour les jambes, très important. Même un adulte grand peut s'asseoir ici. La différence entre l'A6 et l'A5, comme dans la revue statique, est celle-ci. J'ai déjà essayé l'espace assise dans l'A5. Puis ici dans l'A6. Une main devant mes genoux indique clairement la différence de longueur intérieure. Et ça a tout son sens parce que la différence d'empattement est exactement de 4 cm ou 1,5 pouces. Ouais, et puis bien sûr, du point de vue de l'espace et de l'habitacle intérieur, tu pourrais en effet penser « Eh, un A5 ne suffirait-il pas pour moi ?» Ouais, on peut vraiment comprendre cette réflexion. Et peut-être aussi, quand tu verras le coffre, il n'y aura pas deux grandes différences. Mais je peux te dire qu'en conduite, ce sera super intéressant de jeter un œil à cette comparaison très bientôt. Le coffre fait 500 litres. Avec le mild et hybride,
Comme sur la plupart des modèles européens, il tombe à 470 litres et c'est nettement moins que sur le modèle précédent. Mais il reste tout de même très pratique et polyvalent. Bientôt la berline pour vous. Aujourd'hui, l'avant, le break ou le shooting break, comme vous souhaitez l'appeler. C'est plutôt cool. Celui-ci se soulève automatiquement et redescend lorsque vous fermez le couvercle. Il reste bien proportionné en termes de dimensions carrées, mais vous pouvez voir qu'il a ce style de toit pliant, une meilleure aérodynamique et ainsi de suite, un design plus cool, et cela a pour inconvénient que vous perdez quelques petits chiffres. Ici, le chariot passe aussi dessous. Sous la couverture, aucun souci. La largeur est d'environ 1 mètre ou 40 pouces. Vous voyez ici, juste un peu plus. La hauteur ici est d'environ 27 pouces ou 66 cm. Et la longueur standard est en fait plutôt satisfaisante. Vous êtes ici à 1,20 m exactement. Celui-ci, vous pouvez facilement le soulever. Ensuite, vous avez par exemple ces séparateurs juste en dessous. Vous pouvez par exemple l'utiliser. Vous pouvez aussi le plier comme ceci et le replier comme ça. Cela pourrait être différent dans la version non MHEV, où vous avez plus de rangement en dessous. Vous pouvez aussi retirer entièrement ça pour le nettoyer. Ce serait tout à fait possible. Et puis, très important, il y a aussi des lumières intégrées. C'est vraiment sympa. Des deux côtés en fait, et également des deux côtés ici, pour le plier à droite et à gauche. Voilà. Et il se plie relativement à plat, c'est vrai. Et puis ici, une règle presque entière peut rentrer ici, et ça fait 2 mètres. Donc toujours bien utilisable, même si on a perdu quelques litres. Passage en mode dynamique. C'était de 50 à 100 km à l'heure avec le V6 propulsant la toute nouvelle Audi A6. 4,7 secondes, c'est le temps d'accélération affiché par ce moteur V6 de 3 litres, plutôt impressionnant. Le système mild hybride avec une batterie tampon déjà significative. Et surtout si vous... Ne passez pas en mode dynamique, mais si vous êtes en mode efficacité, alors vous vivez encore plus de moments électriques, pour ainsi dire, comme lorsque la voiture est en roue libre par exemple, ou lorsque vous approchez d'un feu rouge et que le moteur s'arrête automatiquement, ce qui optimise encore davantage la consommation. Vous voyez, ça le fait ici? Oui, les tours par minute tombent à 0, comme ici. Oui, et quand vous appuyez à nouveau sur l'accélérateur, cette transition où le moteur s'allume et s'éteint est différente d'un système start-stop classique qui est plutôt destiné aux arrêts au feu et ainsi de suite. Ici, ces transitions sont bien plus fluides quand le moteur redémarre. Ouais, je veux dire, une bonne accélération et la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la suspension pneumatique. Et c'est une option ici pour la toute nouvelle Audi A6. Peut-être qu'on pourrait aussi essayer le modèle sans suspension pneumatique plus tard pour comparer. Mais c'est aussi une grande différence ici si on compare par exemple à une Audi A5. Car ici, dans la 6, on peut avoir cette suspension pneumatique. Et par exemple, ici en mode dynamique, c'est un peu plus rigide que quand on aborde ces belles courbes, là. Bien sûr, on sent le poids du véhicule. Dans la 5, c'est peut-être un peu plus dynamique, mais la différence de longueur n'est plus si marquée maintenant. Mais en mode dynamique, on ressent davantage de réactivité, et la suspension est plus rigide. Audi promet que l'écart entre confort et sportivité s'élargit encore davantage avec cette nouvelle suspension. Ça veut dire plus souple dans le réglage le plus doux et plus ferme dans le réglage le plus rigide. Et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien en mode dynamique. La voiture n'a pas cet effet bateau, elle adopte plutôt une approche plus rigide et c'est vraiment très amusant et agréable de la diriger, même dans les virages serrés. La direction est également plus progressive. Donc, la réponse de la direction, la sensation de directivité de la voiture a été améliorée et ça fait vraiment du bien. Je veux dire, c'est un véhicule un peu volumineux, oui, déjà, et pourtant il est vraiment amusant à conduire, assez cool. Et il est extrêmement agréable à placer sur la route. Bien sûr, il faut aussi parler du système d'All-Wheel Drive 4 car il y a tellement de discussions et de débats autour de ça. Oui, vous n'avez plus le classique Quattro avec la répartition 40-60. Et c'était aussi un peu variable, mais plutôt orienté vers l'arrière, en fait. Ici, maintenant, vous commencez avec le Quattro Ultra, qui a également la capacité d'envoyer 70% de la puissance vers les roues arrière. C'est donc possible, mais cela se produira davantage dans une situation où vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Si vous roulez, par exemple, à des vitesses plus lentes, cela aura une tendance beaucoup plus marquée vers les roues avant que le système précède. Cependant, nous l'avons déjà testé dans l'Audi A5 par exemple. Lorsque vous accélérez vraiment, en sortant de ces virages, vous ne ressentez pas de rebillet avant. Donc ce système fonctionne plutôt bien,
Je dois dire que là-dedans, c'est quelque chose de spécial. Vous avez le différentiel sport qui est encore une fois combiné dans ce package, le Tech Pro Package est associé à ça. La direction aux roues arrière est également combinée avec ça. Et puis vous avez aussi le torque vectoring qui, lorsque vous êtes dans le virage en accélérant, donne plus de puissance à la roue extérieure incurvée. Et cela peut atteindre environ 19% de différence entre gauche et droite. Vraiment assez intéressant. Ils ont travaillé sur le NVH, le bruit, les vibrations et la dureté, donc l'insonorisation. Et selon leurs mesures, ils affirment qu'il y a 30% de silence en plus, soit 30% de bruit en moins, et c'est vraiment extrêmement silencieux. Mais nous avons aussi la direction sur l'essieu arrière ici. Je n'en ai pas vraiment parlé en détail, et elle est configurée de manière qu'en dessous d'un seuil de 60 km/h, elle tourne dans le sens inverse des roues avant, et au-dessus, elle suit la même direction que celle-ci. En dessous, cela réduit le rayon de braquage, et par exemple ici, quand on est aussi dans un virage plus serré, donc on roule maintenant à 50 comme le panneau l'indique, et je sens que les roues arrière tournent dans la direction opposée, mais cela rend la voiture plus agile en même temps. Ils ont trouvé un réglage où ça ne semble pas artificiel. Parfois, quand on conduit des véhicules avec direction sur essieu arrière, ils donnent presque l'impression de partir en queue de poisson, donc ils performent très bien dans la réduction du rayon de braquage, qui est ici de moins 1 mètre avec l'attaque. Ils rendent compte la voiture un peu artificielle, mais ici ils ont trouvé un bon réglage pour garder une sensation naturelle, 70 à 120, encore une fois. Et voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est vraiment très agréable. J'apprécie particulièrement cette accélération fluide et progressive, c'est parfait. On peut aussi voir l'éclairage ambiant ici, rouge en mode dynamique, comme cette arche fluide ici à l'avant et tout autour. Plutôt sympa. Encore une accélération ici. On y est, de 60 à 120. Ouais, vraiment sympa avec cette puissance du V6. C'est aussi la raison pour laquelle on choisirait ce moteur précisément et pas un des moteurs d'entrée de gamme. Nous allons maintenant vous présenter un second véhicule, celui-ci en glacier white et équipé de jantes de 20 pouces. Une taille plus petite mais toujours imposante. L'essentiel, conduire le 2.0 T FSI, 204 chevaux, en traction avant uniquement. Donc pas de transmission intégrale, pas de différentiel sport bien sûr. Pas de suspension pneumatique avec ce véhicule ici, on teste la suspension de base pour vous, et pas de direction arrière. Alors, comment se comporte-t-il en version plus basique? Et quelle est la différence réelle entre l'A5 et l'A6? Commençons ici avec le 2.0 TFSI, 204 chevaux. Et comme je viens de le dire, pas de direction arrière, pas de suspension pneumatique, pas de différentiel sport, et ainsi de suite, suspension de base. Donc tout d'abord, niveau suspension, vous sentez que la suspension pneumatique, bien sûr, vous offre une conduite plus flottante. Ici, c'est toujours confortable, c'est certain. Nous avons des jantes de 20 pouces ici, donc une taille plus petite. Ça aide aussi. Pour plus de confort, vous pouvez choisir des roues plus petites. Et est-ce que la suspension pneumatique nous manque? En quelque sorte, oui, car avec la suspension pneumatique, on obtient une conduite très fluide et sophistiquée. Mais en général, pour une voiture, cette suspension reste bien. Et puis le deuxième aspect, elle est également réglée plus souple que celle de l'Audi A5. Donc celle-ci se rapproche définitivement plus d'une Audi A5, car elle partage tellement de technologies. Avec un empattement presque identique et la suspension de base, elle se rapproche vraiment d'une A5. On peut se demander si en comparant une A5 haut de gamme avec une A6 en version bas de gamme, il ne serait pas plus judicieux de privilégier la A6 pour son confort et sa douceur. La S-Tronic, la boîte à double embrayage désormais courante dans ces véhicules, ne parvient pas à égaler la fluidité de l'automatique à convertisseur de BMW, mais elle s'en approche de manière assez convaincante. Par exemple, lorsque vous avez une multi-embrayage de Mercedes. Mercedes utilise les deux, vous savez, donc ils ont certains moteurs avec la multi-embrayage, en particulier les modèles sportifs, et d'autres avec les convertisseurs classiques. Alors, là, vous devez vraiment plonger dans le détail du portefeuille de modèles pour bien saisir les nuances et les spécificités de chaque version proposée. Et maintenant, passons au mode dynamique, avec une accélération de 40 à 120 km/h, qui met clairement en évidence les performances et la réactivité du véhicule en situation réelle de conduite. Oui, je veux dire, c'était aussi légèrement en montée, il faut l'admettre.
Je dirais que c'est quand même correct, mais bien sûr c'est complètement différent par rapport au V6. Absolument. La consommation ici pour le 2 litres TFSI, qui n'a d'ailleurs plus de fausse sortie d'échappement chez Audi. 8 litres au 100 km, ce qui est à peu près le même résultat que nous avions avec un Audi A5 par exemple. Testez avec la même spécification de moteur et vous le verrez très bientôt. Il n'y a pas une grande différence avec le V6. Consommation ici avec le V6, vous pouvez le conduire avec environ 9 litres au 100 km. Et concernant le prix, nous avons déjà les tarifs allemands par exemple. Les prix sur les autres marchés viendront plus tard. Commencez ici à 58 000 € pour la version avant. La berline va venir plus tard, sera probablement un peu moins chère. Et quand vous commencez avec la 6 V6, c'est 72 000 € sans option. Et un point à noter, c'est que la suspension pneumatique est proposée en option supplémentaire. Mais si vous décidez de prendre par exemple le pack Tech Pro, ou si vous préférez ajouter le différentiel sport à l'arrière, avec les roues arrière directrices, ils intègrent tellement de fonctionnalités qu'en un seul clic dans le configurateur, ça vous oblige automatiquement à opter pour d'autres éléments. Et puis, si vous choisissez certaines options, vous vous retrouvez soudain avec 6, 7, 8, 9 options supplémentaires. Et puis vous finissez avec le véhicule de test, comme celui-ci, en version toute option, 105 000 €. C'est un prix assez élevé en effet. Mais si vous regardez les concurrents, disons, j'ai récemment configuré la BMW série 5 avec le 6 cylindres. C'est un hybride rechargeable, seule option avec le 6 cylindres en Europe. Le prix affiché était aussi d'environ 100 000, quelque chose comme ça. Donc c'est en ligne avec la concurrence. Donc, c'est toujours très compétitif face aux principaux rivaux comme la BMW série 5 ou la Mercedes classe E.